Et je vais inviter Christophe Bonnery, qui est président de l'Association des économistes de l'énergie, à nous rejoindre pour nous dire si fondamentalement cette économie bas carbone est possible et comment on l'entrevoit. Merci Christophe. Bonjour à tous. Merci Myriam de donner la parole à l'Association des économistes de l'énergie. Je voudrais, avant la prochaine table ronde qui va conclure la matinée, partager avec vous quelques éléments, quelques paradoxes que j'ai pu identifier, qui ont déjà été évoqués ce matin, mais je vais les citer en tant qu'économiste, en les quantifiant avec le support de quelques slides que je vais essayer de vous passer maintenant. Si ça veut bien avancer, non, c'est pas dans le bon sens. Voilà. Donc, au cas d'abord où j'aurai pas le temps de vous présenter toute ma présentation, je fais un petit slide de résumé déjà en introduction. Ce que je vais vous dire en 10 minutes, c'est le fait qu'à ceux qui en douteraient, les technologies de mise à disposition d'une activité économique à bas carbone existent, elles sont présentes, et je vais l'illustrer sur quelques images rapidement présentées. En revanche, là où les défis se posent, c'est dans la vitesse à laquelle il faut mettre en place ces questions de technologie bas carbone. Le niveau d'investissement requis est très important, et je vais vous citer quelques chiffres qui n'ont pas tout à fait été évoqués ce matin, mais qui méritent d'être cités. Et le point le plus important, de mon point de vue, c'est de savoir comment investir, dans quel cadre régulatoire et réglementaire. Et là, je pense qu'il y a des choses à améliorer, et on va en parler sur la base des travaux qu'on a déjà faits. Sans remonter au paléolithique, je reviendrai quelques années en arrière, en rappelant que si on veut s'adapter en termes de technologie, on sait le faire, et on sait le faire rapidement. Le secteur de l'industrie a évolué en quelques décennies d'une industrie très forte où on utilisait l'humain plutôt en tant qu'énergie mécanique plutôt que comme intelligence, avec des machines à faible rendement et peu évolutives. Quelques décennies plus tard, on sait faire des machines modernes, des usines modernes, flexibles, et si on le veut, si on met dans le cahier des charges, peu émettrices en CO2. Ça, c'est pour le secteur de l'industrie. On sait même faire muter des secteurs aussi sensibles que la défense pour éviter de faire la guerre, la prévenir avec des systèmes peu consommateurs, mais c'est peut-être pas la vertu la plus importante de l'énergie que de faire la guerre. Donc j'avancerai plus vite en allant dans le monde des énergies et des villes modernes. Là, on a parlé de La Rochelle. Dans les villes du futur, on sait déjà assembler toutes les briques technologiques, que ce soit les réseaux intelligents, les bâtiments intelligents, les énergies renouvelables, le stockage d'énergie. On a toutes les briques sur la table, et donc le message que je voudrais qu'on retienne ici, c'est le fait qu'on sait assembler des espaces de vie à bas carbone en termes de technologie. Ça a été dit ce matin, mais il faut également penser au secteur des transports, en souhaitant que ça ne soit pas seulement, comme vous le voyez dans le slide derrière moi, des industries dans les Silicon Valley qui se mettent en place, mais plutôt des industries françaises, d'avoir des systèmes de transport à bas carbone intelligents et optimisant le système de consommation d'énergie pour les transports. C'est faisable, mais il y a aussi d'autres modes comme l'autopartage ou des transports virtuels qui sont des technologies disponibles aujourd'hui. Donc je dirais, en termes de technologie, pour l'instant, je ne relève pas trop de paradoxes, tout est là, tout est sur la table, il faut simplement le mettre en place. Il y a également ce qui pourrait relever que du monde de la science-fiction, des domaines dans lesquels on peut utiliser des technologies qui n'étaient pas conçues à l'origine pour l'énergie, mais plutôt pour prolonger la durée de vie et tenir compte de la robotisation pour, par exemple, accompagner à des nouveaux modes de consommation d'une population qui va vieillir, qui va se fragiliser et qui aura besoin d'avoir des supports et des consommations d'énergie plus douces dans l'avenir. Enfin, je ne peux pas ne pas citer la production d'énergie. La production d'énergie a évolué, les rendements se sont améliorés, on sait faire des éoliennes de nouvelle nature, et en plus, comme ça a été dit, utiliser l'informatique et les modèles de prévision pour compenser les questions d'intermittence qui posent des défis au système électrique. Donc, au bilan, je dirais, dans les 3 minutes que j'ai consommées,
On a aujourd'hui sur la table les technologies nécessaires au développement de l'économie bas carbone. Alors pourquoi ça ne se développe pas? Moi, en tant qu'économiste ou représentant d'un groupe d'économistes, dont certains sont dans la salle et se reconnaîtront, je dirais qu'il y a peut-être un problème de compétitivité ou de régulation. Donc si je veux parler du premier paradoxe qu'on peut faire dans le monde de l'économie, le premier, c'est le niveau des investissements. Je m'appuie sur une étude de l'OCDE qui évalue d'ici dans les 25 prochaines années, dans un scénario de décarbonation, les besoins d'investissement en Europe. On est en milliards d'euros. En milliards d'euros, il faudra 200 milliards d'euros d'investissement pour les énergies fossiles. Il faudra 350 milliards d'euros, quoi qu'on en pense, pour l'énergie nucléaire dans ce scénario. Et là où le défi apparaît, et le paradoxe apparaît, c'est qu'il en faudra près de 1500 milliards d'euros dans les 25 ans à venir dans les énergies renouvelables, et on oublie trop souvent quand même plus de 800 milliards d'euros dans les énergies, dans les réseaux de transport et de distribution, essentiellement les réseaux de distribution au passage. Donc le premier paradoxe que je relèverai dans le monde en termes d'économie, c'est là c'est que si on veut décarboner, il faut investir massivement dans ce secteur, et donc ça ne va pas arriver tout seul dans un monde où on est en récession ou en croissance plutôt faible. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe vient de la constante de temps. Si on examine ce qu'on appelle le climate countdown, que vous voyez derrière moi, qui est le compte à rebours pour le temps qui nous reste pour émettre du carbone sans dépasser la cible de réchauffement climatique qu'on vise, eh bien, le temps va très vite. Par exemple, si on vise un réchauffement mondial de maximum de 2 degrés, il nous reste, dans les chiffres que vous voyez derrière moi, entre 20 et 30 ans d'émissions de carbone, et dès le lendemain, il faudra émettre 0 g de carbone sur la planète. Si on vise 1,5 degré, on est entre 6 et 10 ans. Ça veut dire que dans 10 ans ou 6 ans, tout kilowattheure produit devra être décarboné. Quand on connaît le temps qu'il faut pour construire des technologies décarbonées, entre les permis de construire, que ce soit dans le nucléaire ou dans le renouvelable, c'est aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut basculer. Et plus on attend, plus ça va coûter cher. C'est le deuxième paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est que ça va coûter cher pour le premier. Le deuxième, c'est que plus on attend, plus ça coûte cher. Et pourtant, on attend. Donc, que faire? Troisième paradoxe, c'est la compétitivité des énergies renouvelables. Je m'appuie également sur une étude de l'AIE. L'AIE compare sur le graphique, vous voyez en vert derrière moi, en vert les coûts de production des énergies photovoltaïques, et en bleu les énergies offshore éoliennes. Il se trouve que il y a une sensibilité au taux d'intérêt, au taux d'actualisation. Dans un monde où les taux d'actualisation sont faibles, on devrait observer un développement des énergies renouvelables. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Il y a peut-être des questions d'intégration qui ne sont pas forcément reflétées dans le coût de production d'électricité. La même étude a été faite pour le nucléaire. Le nucléaire serait également compétitif avec des taux d'actualisation bas. On est aujourd'hui dans une période de taux d'intérêt bas. Pourquoi il ne se développe pas? Le marché intègre peut-être des prises de risque comme la possibilité d'une prolongation des délais qui seront générateurs d'intérêts intercalaires, donc de surcoût, ou s'attend à des dérives budgétaires qui ne sont peut-être pas le cas, mais en tout cas que le marché escompte. Donc c'est peut-être ça qui explique le fait que même avec des taux d'intérêt bas, le nucléaire ne se développe pas à la vitesse attendue. Les politiques énergétiques, est-ce qu'il y a une bonne politique énergétique? Nos amis anglo-saxons sont à la recherche de la bonne politique énergétique. L'OCDE a fait une étude qui a comparé les différents pays du monde en termes de politique énergétique, et vous ne le voyez peut-être pas derrière moi vu la taille du graphique, mais les pays, le gris ne ressort pas très bien, donc je vais avancer sur un autre format. Le premier pays au monde en termes de politique énergétique, c'est l'Allemagne.
d'après cette étude. Et alors, on mesure l'efficacité énergétique des pays en regardant les efforts qu'ils font dans le domaine des transports, du bâtiment ou de l'industrie. Donc, au vu de cette étude, l'Allemagne est le premier pays du monde, et pourtant, l'Allemagne est aussi le premier émetteur de CO2 du monde par habitant. Il y a un paradoxe. Est-ce que c'est les émissions de CO2 qui font avancer la politique énergétique, ou est-ce que les pays vertueux, comme nous, en France, seront moins efficaces? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un paradoxe à étudier. Et enfin, avant de passer la parole à la table ronde, je voudrais évoquer un autre paradoxe qui repose sur les réseaux, et les réseaux de distribution en particulier, en rappelant dans un premier temps comment se décompose le coût du kilowattheure livré dans une famille. Il y a 3 tiers, en gros. Le premier tiers, en bleu clair, clair derrière moi, c'est le coût de production de l'électricité. Le deuxième tiers, les 30%, c'est le coût du réseau. Et le troisième tiers, c'est les taxes, en gros CSPE plus autres taxes. Je n'ai pas de commentaire à faire sur les taxes, puisque je considère que ça relève du domaine politique. Donc si je regarde les deux autres tiers qui restent, c'est-à-dire 50% pour la production, 50% pour les réseaux, j'observe que le débat sur la transition énergétique a porté essentiellement sur la production et pas sur les réseaux. On considère que les réseaux est la variable d'ajustement. Et finalement, on peut se demander s'il n'y a pas quand même une désoptimisation en procédant de cette façon. Mais c'est juste un commentaire au passage. Un premier paradoxe. Deuxième paradoxe, vient de la structure des coûts. Et pour nous, économistes, on a tendance à dire on aime bien que la structure des prix reflète la structure des coûts. Or, si je m'appuie sur encore une étude de l'OCDE, dans les tarifs de l'électricité sur 3 grandes places qui sont Paris, Berlin et Amsterdam, 93% des coûts sont des coûts variables, 7% sont des coûts fixes. Bon, ça c'est ce que les gens payent. Mais ce que ça coûte au système, c'est, comme vous l'avez vu, un tiers pour l'énergie, un tiers pour les réseaux et un tiers pour les taxes. Dans un monde décarboné, l'énergie, ça va être du coût fixe. Le renouvelable, c'est du coût fixe. Le nucléaire, c'est du coût fixe. Les réseaux, on sait aussi que c'est du coût fixe. Il n'y aura pas moins de cuivre parce qu'on transportera moins de kilowattheures. Donc on va avoir une opposition, et j'arrête là, entre des coûts fixes très faibles et des tarifs fixes très forts. Des prix fixes très faibles et des coûts fixes très forts. Ce n'est pas du tout un bon signal économique. On ne va pas inciter ni les consommateurs ni les producteurs à investir dans un système dans lequel les coûts sont pas représentés, les tarifs ne sont pas représentés dans les coûts. Donc c'était mon dernier paradoxe que j'observe, c'est qu'il faut absolument adapter le marché. Je signalerai qu'il y a une équipe d'économistes qui réfléchit à complètement remodeler le market design, ce qu'on appelle le market design. Et donc de se dire que le système actuel a été basé sur un système dans lequel les coûts variables étaient très forts, et il faudrait peut-être renverser la table, arrêter de coller des rustines comme les subventions ou les marchés de capacité au market design, et plutôt concevoir from scratch, comme on dit en français, un market design à partir de technologies à coût fixe élevés. Je vous remercie et je vais passer la parole à la table ronde.